Bonjour, bienvenue au cours sur la statique des fluides. On va regarder dans les prochaines minutes les bases, les principes fondamentaux qui nous permettent là de comprendre comment fonctionnent les fluides, les machines aussi avec des pistons, de l'huile qui se déplace là-dedans. On peut considérer aussi les gaz comme des fluides. En fait, la définition d'un fluide, c'est n'importe quelle substance qui est capable de se déformer pour s'adapter à la géométrie du contenant. Donc, si vous avez une définition à retenir pour les fluides, on va dire que c'est une substance qui est capable de s'adapter, donc de changer de forme. C'est quelque chose qui est soit liquide ou gazeux au contenant. Et le contenant, ça peut être un tuyau avec un mouvement de fluide, ou ça peut être un contenant comme un bol, un seau, ou une pièce avec de l'air dedans. Ça fonctionne aussi. Voyons les premiers principes qui vont nous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. La première chose dont vous voulez entendre parler, c'est ce qu'on appelle la densité ou la masse volumique. C'est un synonyme. On l'appelle ρ. Faites attention, là, je sais que ça ressemble à un P, mais c'est la lettre ρ, la lettre grecque ρ. Je peux peut-être déplacer ça ici, ça va me faire une petite place pour écrire. Rho, R-H-O, je pense, minuscule, c'est la lettre qu'on utilise pour la masse volumique. La masse volumique, généralement, c'est en kilogrammes par mètre cube, mais on peut la donner en grammes par litre aussi. En chimie, ils vont souvent la donner en grammes par litre. On peut faire la conversion ou, dépendamment des équations qu'on utilise, prendre directement grammes par litre, ça va être spécifié. Pour calculer la masse volumique, pour mesurer la masse volumique, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une balance et on va mesurer notre masse en kilogrammes. Ça peut être aussi, comme vous l'avez fait au laboratoire, là, avec un contenant dont on connaît la masse, on met de l'eau ou le fluide en question à l'intérieur et on repèse le contenant une deuxième fois avec le fluide à l'intérieur et on fait la soustraction. Et puis pour obtenir le volume en mètres cubes, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va procéder par déplacement d'eau ou on va mettre la quantité de fluide là, à l'intérieur d'un bécher qui est gradué ou d'un cylindre gradué précisément et on va obtenir ça. Généralement, on va parler aussi de ce qu'on appelle la densité relative. La densité relative, là, on va l'appeler D tout court parce que c'est pas toujours pratique d'utiliser la masse volumique ρ en kilogrammes par mètre cube. Généralement, là, quand on veut savoir si les objets flottent ou ne flottent pas, ou sont plus denses ou moins denses que de l'eau, on utilise D minuscule. D minuscule, c'est écrit ici, là, c'est la masse du fluide qui vous intéresse, ρ tout court, divisé par la masse volumique, ρ indice H2O. Donc, c'est la masse du corps divisé par la masse d'un volume égal d'eau. Si vous prenez la masse volumique, c'est déjà à volume égal parce que la masse volumique, elle est par mètre cube. En passant, 1 mètre cube, si vous le savez pas, c'est l'équivalent de 1000 litres. Dans 1 mètre cube, dans un volume d'1 mètre cube, il y a 1000 litres. Le litre est une unité de volume et le mètre cube aussi. On peut dire que 1 litre, en passant, c'est 1 décimètre cube. Donc 10 cm par 10 cm par 10 cm, ça nous donne 1 décimètre cube et ça donne 1 litre. Si tu prends une pinte de lait d'1 litre, là, ça a bien du bon sens. Donc, nous, notre densité, c'est quelque chose qui est mesuré par rapport à l'eau. Par exemple, si vous avez un fluide avec une densité D de 0,8, ça veut dire qu'on a 80% de la masse volumique de l'eau. Ça veut dire que pour un même volume, on va peser seulement 80% de la masse sur la balance qu'aurait pesé le même volume d'eau. Vous avez compris, quand on a une densité de 1,2, ça veut dire qu'on est 1,2 fois plus massif pour le même volume que de l'eau. Directement, on peut dire que tout ce qui a une densité plus petite que 1, ça flotte. Et tout ce qui a une densité plus grande que 1, ça coule au fond. Maintenant, il faut que ce soit dans de l'eau. Si on essaie de flotter dans d'autres choses, ça ne marche pas.
Ça, c'est un tableau intéressant là, qui vous donne différents matériaux avec les masses volumiques ρ en kilogrammes par mètre cube. C'est les bonnes unités SI. Là, écoutez, vous en avez une tralée, puis sur Internet, vous pouvez en trouver d'autres. Là, je suppose que vous n'avez pas le goût de fouiller Internet toute la nuit pour trouver les densités là, et les masses volumiques de différents substances, différentes choses. Il y en a des intéressantes là-dedans là, qui sont extrêmes, là, comme par exemple le médium interstellaire. Ça, c'est le vide intersidéral. On vous dit que la densité du vide intersidéral, la masse volumique, c'est 10 exposant moins 25. Fait que ça, c'est genre pas grand-chose. En kilogrammes par mètre cube, ça veut dire qu'il y a seulement quelques molécules qui traînent dans un mètre cube, presque rien. L'atmosphère de la Terre, de l'aérogel, styrofoam, de l'eau, bon, tout y passe. Uranium, là, tu vois que ça, c'est lourd, hein? On a 19 000 kilogrammes par mètre cube. Essaye pas de lever ça, là, tu vas te faire mal au dos. Et puis, on a plus encore ici, le cœur, the core of the sun, c'est le cœur du Soleil, le noyau du Soleil. On a quelque chose comme 150 000 kilogrammes par mètre cube. Les naines blanches, encore pire, ça n'a pas de bon sens. Un noyau atomique, c'est pas lourd, sauf que c'est tout petit. Puis vu que c'est tellement petit, on se ramasse avec une densité qui est excessivement grande. Tu vois, encore plus dense que le noyau du Soleil. Je le répète, pas parce que c'est lourd, un noyau d'atome, mais parce que c'est tellement petit et toute la masse est concentrée en une seule place. Donc, c'est excessivement... étoiles à neutrons et compagnie. Bon, écoutez, j'arrête, là, si ça vous intéresse, hein, vous allez sur Wikipédia et vous faites des recherches, là. Mais c'est comme si une cuillère à thé là, de ces trucs-là vont peser des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est un tableau auquel vous avez droit, là, et puis il n'y a pas de secret. Vous pouvez consulter Internet en faisant des devoirs, mais généralement, on va vous fournir les masses volumiques des matériaux qui nous intéressent. On est rendu à parler de la pression. La pression, c'est la force exercée sur une paroi par unité de surface. J'ai écrit d'air, j'ai mal écrit en fait là. Donc on calcule ça, la pression, en unité de mesure qu'on appelle les pascals. 1 pascal, c'est égal à 1 newton par mètre carré. Ça veut dire que, mettons que tu as une surface de 1 mètre carré, comme ça, puis tu pousses là-dessus avec une force égale à 1 newton. C'est pas grand-chose, 1 newton, là. C'est pas une grosse force. Ben, ça va donner ce qu'on appelle une pression de 1 pascal. 1 newton réparti sur une surface de 1 mètre carré, c'est presque rien. Généralement, on va plutôt utiliser la pression P mesurée en kilopascal. On utilise P majuscule, A minuscule. Je l'ai mal fait ici, j'aurais dû le faire comme il faut. Là. C'est vraiment P majuscule, A minuscule pour le pascal. Et c'est égal à 1 newton par mètre carré. Ça veut dire que quand on a 1 kilopascal, c'est comme si on avait 1000 pascal, donc 1 kilonewton par mètre carré. C'est de la force par unité de surface et c'est c'est utilisé généralement pour des réservoirs, des tuyaux, et on va prendre la surface intérieure du tuyau. Par exemple, si vous avez un réservoir ou un tuyau qui est cylindrique, il va y avoir de la force qui est appliquée sur toutes les parties de la paroi à cause de la pression à l'intérieur, et on va aller chercher la surface A de la section transversale ici, section transversale du bas, et on va aller chercher aussi la surface là, pas circulaire, la surface cylindrique intérieure du réservoir. La pression exercée par une colonne de fluide est donnée. Ça, c'est important parce que c'est le principe des colonnes d'eau. On dit colonne d'eau dans la street à tous les jours, mais c'est colonne de fluide en général parce que c'est appliqué à des colonnes d'eau, oui, mais ça fonctionne pour toutes les colonnes de fluide. Si vous voulez avoir la pression P au fond d'une colonne d'eau, la pression exercée par le liquide dans la colonne, ce que ça vous prend, c'est simplement la hauteur H en mètres de votre colonne d'eau. C'est la hauteur sur laquelle il y a effectivement du fluide, pas la hauteur totale du réservoir, la hauteur en mètres sur laquelle c'est rempli de fluide. Ensuite, vous avez besoin de G, qui est 9,81 mètres par seconde carrée, la constante gravitationnelle terrestre.
Et vous avez besoin de ρ, la masse volumique de ce fluide-là, pour trouver la pression au fond du réservoir. C'est toujours au fond de la colonne d'eau, au fond du réservoir, que la pression est la plus grande. Pour trouver la pression en pascal, c'est simple. On fait P est égal à ρ fois G fois H. Une bête multiplication. T'as même pas besoin de connaître le diamètre de ta colonne d'eau. T'as pas besoin de ça. Regarde, je t'ai mis l'équation en haut. Tu peux jeter un œil comment j'ai fait l'algèbre, mais tu vas te rendre compte que j'applique bêtement la définition de la pression, F sur A, mais je remplace la force F par le poids, la force gravitationnelle de notre fluide, et on remplace la masse M par ρ fois H fois A, parce que le volume de la colonne d'eau, c'est la surface A transversale, la base, fois la hauteur. Base fois hauteur, ça nous donne V. Et quand on multiplie V par ρ, ça nous donne la masse M. Regardez, je vais l'écrire parce que ça va revenir souvent. Si vous voulez avoir du volume, vous prenez ρ fois... Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire. C'est vrai ce que j'allais écrire, mais c'est pas ça que je voulais écrire. Si vous voulez avoir la masse d'un fluide, vous prenez sa masse volumique et vous multipliez par son volume. Ça, c'est important et on va se servir de ça. En fait, on prend pour acquis que ça va de soi. C'est trivial. On utilise M pour la masse en kilogrammes. ρ, c'est des kilogrammes par mètre cube. Et V, c'est des mètres cubes. Dans le cas qui nous intéresse, on a pris V est égal à la base, qui est en fait la surface A de notre cercle ou du fond du réservoir, fois la hauteur H, comme ça ici. C'est comme ça qu'on trouve le volume d'un cylindre ou le volume d'un prisme rectangulaire en utilisant A comme étant l'aire d'un rectangle. Vous saviez probablement déjà ça, mais je préfère toujours le rappeler parce qu'il y a des étudiants là, qui l'ont oublié. Bon, il y a plusieurs principes qu'on doit avoir en mécanique des fluides. Là, j'y vais rapidement. Vous visionnerez de vidéos comme référence au besoin. On vous dit, bon, les fluides sont des substances qui sont libres de s'écouler. Oui, on sait ça. La plupart des gaz et liquides sont des fluides. Je vous l'ai dit tantôt, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. La pression, je vous en ai parlé, là, je viens de vous le dire, ça dépend de la profondeur. Plus t'es profond dans ton réservoir, plus t'es en bas dans la colonne d'eau, plus il y a de la pression. Et on dit, c'est le principe de Pascal, tous les points de même profondeur ont la même pression. Là, je t'ai fait un dessin un peu nono avec un réservoir qui a différentes formes de colonnes remplies du même fluide qui s'élèvent de là. Et vous remarquez que le niveau du fluide dans chacune des colonnes, indépendamment de la géométrie, est à la même hauteur partout. C'est comme ça. Les fluides ont une tendance naturelle, là, s'ils sont pas trop visqueux, à s'équilibrer la pression rapidement. Donc, que vous ayez une colonne rectangulaire, mince, large, un peu tout croche, puis en forme de cône, ça dérange pas. Le fluide va se répartir là-dedans de façon à ce que la pression à tous les endroits de même altitude soit la même. Vous pouvez mesurer la pression de deux façons. Il y a ce qu'on appelle la pression manométrique et il y a ce qu'on appelle la pression absolue. Vous devez être capable de faire la différence entre les deux. Vous avez deviné que la pression manométrique, c'est la pression qu'on mesure sur un manomètre, l'instrument qui sert à mesurer la pression. La pression absolue, c'est la pression manométrique qu'on mesure sur le manomètre, mais à laquelle on ajoute la pression ambiante. La pression ambiante, c'est la pression de 1 atmosphère terrestre à la surface de la Terre, dans laquelle on baigne naturellement. Vous, moi, toi, ton chat, ton chien, Jean Ruel, tout le monde baigne dans cette pression-là, veut pas. On est tous égaux face à l'atmosphère terrestre, sauf les pilotes de F-18 et les gens qui vont dans l'espace. Eux sont à l'extérieur de cette atmosphère-là. Ils ne sont pas soumis à la pression atmosphérique, en tout cas pas à la même que nous. Voici l'équation intéressante qui tient compte de la pression atmosphérique qu'on appelle P0. À chaque fois que vous voyez P0, vous devez garder en tête que c'est la pression à la surface du fluide et qu'en général, P0 est égal à 1 ATM. Et là, tu dis, oui, mais là, c'est quoi un ATM? C'est combien? Ben écoute, ça va être écrit sur ta feuille de formule. 1 ATM, c'est un code pour dire qu'on a 101,3 kilopascal. Fait qu'une atmosphère, c'est toujours la même patente, 101,3 kilopascal, donc 101 300 pascal.
t'as ça autour de toi qui te pèse ses épaules maintenant, et ça tombe bien, ton corps, avec l'évolution et la sélection naturelle, a évolué avec une colonne vertébrale qui est capable de supporter très facilement la pression atmosphérique. En fait, s'il n'y en a pas, on file pas trop bien, vous en parlerez aux astronautes de la station spatiale, et on peut pas se développer normalement et en santé si on n'a pas cette pression-là sur les épaules. Pression-là est omniprésente à la surface de la Terre et on en tient compte quand on calcule la pression à la profondeur H. Pour calculer la pression absolue, P tout court, on prend P0, une atmosphère exprimée en pascal, et on ajoute la pression manométrique qu'on mesurerait sur un instrument, le manomètre, placé dans le bas de notre réservoir. Et on peut la calculer, on n'a pas besoin de la mesurer, on connaît la formule. C'est ρGH avec la hauteur de notre colonne d'eau. Donc, P, je le répète une dernière fois, c'est la pression absolue. P0, c'est la pression à la surface du fluide, la pression atmosphérique dans laquelle on baigne. Et ça, ρGH, c'est la pression qui est générée par la hauteur de la colonne d'eau et qu'on appelle la pression manométrique, qu'on mesurerait sur un manomètre, qui, lui, le manomètre, fait la différence entre la pression atmosphérique et la pression à l'intérieur du fluide. C'est intéressant, hein? OK, le principe de Pascal. Le principe de Pascal, c'est qu'une pression extérieure exercée sur un fluide est transmise intégralement à toutes les parties du fluide et aux parois du récipient. C'est ça qui nous permet de construire des pistons là, qui vont éventuellement faire fonctionner des pelles mécaniques, des bulldozers. Et un des bons exemples qu'on a, là, c'est au garage, quand on veut soulever une super grosse masse comme une voiture pour aller faire de la mécanique en dessous de la voiture, on va utiliser un système de pistons où on pousse avec une force F1 sur un piston de surface A1, probablement circulaire, cylindrique, et on n'a pas besoin de pousser fort. On pousse juste un petit peu, mais on pousse sur une grande longueur. Et de l'autre côté, on est capable avec ça de soulever une masse M2 très lourde avec un gros piston beaucoup plus large de surface A2 en mètres carrés. Comme les deux pressions sont identiques, la pression en dessous du piston 1 et en dessous du piston 2, parce que c'est le même fluide relié par un tuyau ou par un morceau de câble, peu importe, là, en tout cas, il y a un lien entre les deux, ben on est capable de dire que P1 égale P2, puis la définition de la pression, c'est F sur A. Fait que ça nous fait F1 sur A1 est égal à F2 sur A2. On écrit ça et on est capable de trouver la force F2 qui va être générée du côté du piston 2. Plus vous avez une grosse surface de piston 2, plus F2 va être grande. Maintenant, il y a un compromis à faire, je l'ai dit et je le répète, il va falloir appliquer, c'est comme une machine simple, hein, il faut appliquer la force F1 qui est plus petite sur une distance D qui va être probablement très grande. Et on va récolter à la sortie une force F2 super grande, par contre, elle va être appliquée sur une petite distance. Vite comme ça, on se dit, hey, on va avoir besoin d'un piston numéro 1 qui mesure 1 kilomètre de long, là, si on veut être capable de pousser. On a d'autres méthodes pour augmenter la pression, des vis sans fin, entre autres, qui vont comprimer le liquide avec un mouvement rotatif, des engrenages, et puis qui vont nous réussir à nous augmenter la pression de façon constante sans avoir besoin de pousser sur 200 km. Mais l'idée du piston est pédagogique et c'est pour ça que je la présente. Le principe d'Archimède, un grand succès, tout le monde l'aime, Archimède, c'est votre nouveau pote. On vous dit qu'un corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale vers le haut égale au poids du fluide déplacé. Hein, quoi, tu veux que je répète? Non. T'es à la piscine, pense à la piscine. Quand t'es dans l'eau de la piscine, immergé dans l'eau de la piscine, tu te sens léger. À cause de quoi? À cause d'Archimède. Lorsqu'un corps est immergé à l'intérieur d'un fluide, il va sentir son poids. Le poids, c'est la force gravitationnelle mg, toujours dirigée vers le bas, vers le centre de la planète Terre. Sauf que Archimède te dit, on sent pas seulement le poids vers le centre de la Terre, on sent aussi ce qu'on appelle la force de poussée d'Archimède. C'est la force F que j'ai dessinée en orange ici. Ce côté-là est en bleu.
Pour calculer F, la poussée d'Archimède, tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser la définition qui est ici. Regarde, on dit un corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale vers le haut. C'est ce qu'on appelle la force d'Archimède. Je vais mettre ça qu'on puisse le voir. Comme ça, c'est bon. Pour calculer la force d'Archimède, tu vas prendre le volume de fluide qui est déplacé. Parfait. V, c'est le volume de fluide déplacé. Et il faut que tu multiplies ça par sa masse volumique. Qu'est-ce que ça va te donner, ça? Le volume fois la masse volumique, je l'ai dit tantôt, ça va te donner la masse de fluide que tu as déplacé. Mais fais attention, il faut prendre la masse volumique du fluide, pas la masse volumique de l'objet que tu immerges dedans. On va répéter ça 3 fois. Tu prends la masse volumique du fluide que tu déplaces en immergeant un objet dedans. Tu prends surtout pas la masse volumique de l'objet lui-même. C'est important et c'est source d'erreur. Et c'est pas fini. Faut que tu multiplies ça par G parce que poussée verticale vers le haut égale au poids du fluide déplacé. Le poids du fluide déplacé, c'est M fois G. Le pire G de l'histoire des G, avec la masse M qui correspond au fluide, à la masse du fluide que tu as déplacé. Donc, c'est force d'Archimède, là, la formule, le volume du fluide déplacé, généralement, c'est le volume de l'objet que tu as immergé dans l'eau, s'il est immergé au complet, fois la masse volumique du fluide, fois G, 9,81. Fait que pour la poussée d'Archimède, il faut ajouter une force vers le haut, en plus du poids de l'objet qui est immergé, qui lui va vers le bas. Donc c'est comme si ça diminuait la force gravitationnelle de l'objet, et c'est ce qui explique qu'on se sent léger, et que certains objets vont même jusqu'à flotter. J'ai un exemple ici d'application de la force d'Archimède. Je le lis avec vous, il est déjà résolu. Vous pourrez y jeter un œil au besoin tranquillement, mais je vais faire défiler la feuille vers le haut pour que vous voyez bien. Là. On vous dit, un corps pèse 380 newtons dans l'air et 320 newtons dans l'eau. Tu as remarqué que je t'ai donné le poids directement en newtons. C'est comme si j'avais déjà multiplié la masse par 9,81. Moi, je te demande de trouver son volume. Et sa densité relative, parce que je suis épouvantable, puis une question, c'était pas assez. Fait que là, je t'ai écrit ici mg, déjà tout calculé, c'est 380 newtons. Fait que ça, c'est dans l'air, c'est le poids ordinaire de notre ami. Il va garder son poids, une fois qu'il est immergé dans l'eau, sauf que dans l'eau, il va y avoir une force vers le haut qui va nous faire qu'on va tomber à 320 newtons au total. Donc, ça veut dire que j'ai mg vers le bas de 380. Ça, c'était vrai dans l'air, mais c'est vrai aussi dans l'eau. Par contre, dans l'eau, on ajoute la force d'Archimède qui, clairement, puisqu'on avait 380 dans l'air puis qu'on tombe à un total de 320, il en manque 60, là, vaut 60 newtons vers le haut. Fait que j'écris l'eau pousse avec une force de 380 moins 320, 60 newtons. Donc, la poussée de l'eau est égale au poids de l'eau déplacée. Intéressant, ça, c'est la définition de la force d'Archimède. Donc, j'écris poussée de l'eau ou force d'Archimède, synonyme, égale poids de l'eau déplacée. Donc, j'ai 60 newtons au total pour la poussée d'Archimède. C'est donc égal au volume, plus la masse fois la masse volumique de l'eau, qui vaut en passant 1000. Hein. La masse volumique de l'eau, ρ pour H2O pur, c'est 1000 grammes par litre, ou, si tu préfères, 1000 kilogrammes par mètre cube. 1 mètre cube d'eau, ça pèse 1 tonne métrique, 1000 kg, fois G. Nous, ce qui nous manque, c'est V, donc on l'isole et on trouve 6,1 fois 10-3 mètres cubes. C'est le volume de l'objet, on ne connaît pas sa géométrie, qui est immergé dans l'eau. Pour trouver la densité relative, ben écoute, tu prends le poids du corps divisé par le poids du même volume de H2O. Nous, c'est 380 newtons, le poids du corps, on l'avait déjà, tout calculé et propre. Et puis, le poids du même volume d'eau, c'est les 60 newtons. On les avait calculés aussi, donc c'est réglé. Ça nous donne une densité relative de 6,3. Ça flotte-tu d'après toi, cette patente-là? Non, ça flotte pas, parce que la densité relative, c'est 6,3. Ça veut dire que c'est 6,3 fois plus lourd que l'eau pour le même volume. Ça coule au fond, puis ça va couler vite à part de ça. Hey, j'ai un autre exemple d'Archimède ici qui est vraiment bon, je pense, mais
Il y en a des pareils dans les exercices. Je le regarde avec vous quand même parce que c'est un grand classique. On vous dit, trouver la distance D est égale à combien de mètres? Là, la distance D, là, c'est la longueur, la hauteur qui est ici sur laquelle l'objet est immergé. Ça, c'est un objet, une espèce de boîte rectangulaire, là, qui est dans l'eau, mais pas au complet. C'est-à-dire que ce truc-là flotte. C'est clair que ça flotte. Écoute, je te donne la masse volumique de la boîte, là, c'est 735 kg par mètre cube. De l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Ça veut dire que la masse volumique de cette boîte-là, 735, est plus petite que la masse volumique de l'eau, 1000. Si c'est plus petit, ça flotte. Mais quand ça flotte, ça sort pas nécessairement à 100% au-dessus de l'eau, là. Ton corps humain, toi, là, quand tu flottes, tu fais l'étoile à la piscine, il flotte. Ça dépend si tu as du gras ou des muscles. Il flotte un peu, mais il n'y a pas grand partie qui reste à la surface de l'eau. C'était comme moi, il y a ton nez puis ta bouche, puis encore là, c'est drôle. Fait que il y a une partie là, qui est immergée, et on veut trouver dans cet exemple-là quelle est l'épaisseur en mètres ou en centimètres de la partie immergée. On sait que la boîte mesure 4 mètres de haut au total, donc on va trouver une distance D qui est plus petite que 4, c'est sûr, et puis on a 3 mètres par une profondeur de 1 mètre. On est immergé dans de l'eau à 1000 kg par mètre cube, on connaît la masse volumique de notre objet, et on commence par faire un diagramme de force. Le diagramme de force, il est simple, tu as le poids qui pousse par en bas, puis tu as la force d'Archimède qui pousse par en haut. Lorsque ça flotte, il faut que tu gardes en tête qu'on est à l'équilibre. Quelque chose qui flotte, c'est pas en train d'accélérer par en haut, c'est pas en train d'accélérer par en bas, ça flotte, bien relax, bien chill, comme toi dans ton divan, ça ne bouge pas. Donc, somme des forces égale 0. Ça veut dire que mg est égal à FA. Sauf que FA, c'est seulement le volume de liquide qui est déplacé par la partie immergée. C'est pas le volume de la boîte au complet qui va déterminer FA, seulement la partie immergée. Donc, on dit, la masse, c'est égal à ρ de la boîte fois le volume de la boîte. Ça va nous donner la masse de la boîte. Je fais le calcul ici, et puis rapidement, ça nous donne 8820 kg. On multiplie par 9,81, on se rajoute un petit 1 ici, pour avoir le poids. Donc, ça, c'est clair. mg, on sait ce que c'est. Pour la force d'Archimède, c'est la masse de H2O, la masse d'eau déplacée fois G. Maintenant, qu'est-ce que c'est la masse d'eau déplacée? Regarde, tu le mets ici, là. C'est ρ H2O, donc la masse volumique de l'eau, multiplié par le volume d'eau déplacé. Mais le volume d'eau déplacé, on ne le connaît pas. On sait que c'est 3 par 1 par D, par contre. On sait, pour calculer un volume, on fait base fois hauteur. Notre base, c'est 3 mètres par 1 mètre, puis notre hauteur, c'est D. Donc, ça va nous faire 3 fois 1 fois D. Fait qu'on va remplacer le volume par 3 fois 1 fois D, et puis on va remplacer G par 9,81, et on va écrire que FA, la force d'Archimède, est égale à 29 400, quand tu calcules tout ça, fois D. Parfait. Maintenant, on écrit que mg est égal à FA. Je peux l'écrire ici. mg est égal à FA parce que les deux forces s'annulent complètement, et on isole D, la seule variable qui nous reste là-dedans. Qu'est-ce que ça donne? 2,94 mètres d'immergé. Ça veut dire qu'il reste là en surface quelque chose comme 1,06 mètres qui fait surface. C'est un peu le principe des icebergs. Rapidement, avant de partir, on a le théorème de Torricelli. On va avoir le théorème de Bernoulli aussi. Vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y a un paquet d'Italiens là, qui ont laissé leur nom à ces principes-là. Ça devait être la mode en Italie, là, entre 2 bouteilles de vin rouge et puis, comment ils appellent ça, là? Qu'est-ce qu'on ça s'appelle? Bon, écoutez, j'ai oublié le nom des apéros italiens, et puis des petits trucs qu'ils mangent à l'entrée aussi avant le repas, là. Mais on aime bien les Italiens, ils sont cool. Et surtout, ils ont fait beaucoup de travail, ils ont fait avancer dramatiquement la science dans le domaine des fluides. Le théorème de Torricelli est super simple. Ça dit que si tu perces un trou dans ton réservoir, parce que c'est ce que le monde font pour rire quand ils s'ennuient. Ils percent des trous dans les réservoirs. Les écureuils font ça avec mon réservoir de gaz
pendant l'hiver, dans mon cabanon, j'en reviens pas. C'est féroce, ces bêtes-là. Ça bouffe du caoutchouc, ça bouffe du plastique, puis ça gruge quasiment le métal, hein, puis ça boit du gaz. Sérieusement, c'est surprenant ce que c'est capable de faire quand ça a faim, ces petites bêtes-là. Écoute, fait que toi, tu perces un trou dans un réservoir, et puis plus ton trou est profond, plus le jet d'eau ou le jet de fluide qui va sortir de là va sortir vite. La vitesse d'écoulement à la sortie d'un trou percé dans la paroi d'un réservoir est donnée, c'est simple, par racine carrée de 2GH. H, c'est la hauteur. Fais attention, par contre, là, c'est la hauteur de fluide que tu as au-dessus du trou. H, c'est la hauteur de fluide que tu as au-dessus du trou. Pas la hauteur totale de la colonne, la hauteur au-dessus du trou. Regarde, pour V1, H1, c'est juste cette petite partie-là, entre la surface et le trou.